Le bilan s'alourdit après l'attaque russe sur une zone résidentielle de Lviv. Au moins 9 personnes sont mortes dans la destruction d'un immeuble, plusieurs dizaines d'autres ont été blessées. Les tensions diminuent autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine. Plusieurs simulations d'évacuation ont eu lieu dans les villes voisines. La candidature de la Suède à l'OTAN progresse. Le secrétaire général de l'Alliance estime que l'adhésion est à portée de main. Les récentes émeutes en France rappellent celles de 2005 qui avaient duré 3 semaines. Quel parallèle peut-on établir entre ces deux événements qui ont marqué le pays ? Signe du dérèglement climatique, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon l'observatoire Copernicus. Au moins 9 personnes sont mortes après une frappe aérienne à Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Le quartier visé, une zone résidentielle, a été touché par plusieurs missiles de croisière, provoquant l'effondrement du toit et des 2 derniers étages d'un immeuble. Des dizaines de personnes ont été blessées dans l'attaque, certaines grièvement. Le maire de Lviv a déclaré que plus de 50 logements avaient été détruits. Côté russe, l'état-major affirme avoir tiré plusieurs missiles maritimes sur des bases militaires et des dépôts d'armes occidentales. La tension diminue autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine, mais les craintes d'un accident fatal sont toujours fortes. Moscou a démenti mercredi soir avoir posé des explosifs sur le toit de l'usine pour simuler une attaque et affirmé répliquer avec fermeté à toute offensive ukrainienne. Dans les villes proches du complexe énergétique, les simulations d'évacuation se sont multipliées. Les habitants restent sur le qui-vive. Потому что, с этим шутить нельзя. Это такая штука, что, во-первых, мы не знаем, что ожидать от вот этих людей, которые вторглись на нашу территорию, на нашу землю. Там в голове что угодно может быть. Так что мы считаем, что это реальная угроза. Ну, это зацепит и Россию, пол России, это минимум, пол Европы. Ну, это Чернобыль, цветочки по сравнению с нашей атомной. У разі виникнення такої надзвичайної ситуації будуть задіяні вже відповідні підготовлені та відпрацьовані плани реагування. До речі, ми їх на минулому тижні знову відпрацювали практично. Підрозділи служби будуть залучатися до заходів з деконтамінації осіб та техніки, яка буде виходити із забрудненої зони. Le 14 juin dernier, des sacs de sable ont été aperçus sur le toit d'un réacteur, comme si une position russe y était installée. Les images satellites n'ont montré aucune preuve visuelle d'explosifs. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dispose de personnel sur place, affirme ne pas avoir détecté de traces d'explosifs. À quelques jours du sommet de l'OTAN à Vilnius, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi en Bulgarie pour discuter de l'adhésion à l'OTAN et demander plus d'armes. Le dirigeant ukrainien a également remercié le Premier ministre bulgare pour son soutien face à l'agression russe. Дуже важливо, що у час найбільшої у цьому столітті дійсно моральної кризи в Європі Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики. Тих, хто не відкидає правди, не став ігнорувати зло і зрештою обрав моральний шлях. Après la réunion, une déclaration commune a été signée en faveur de l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Независима и суверенна Украина е ключова за евроатлантическата сигурност и сигурността в региона. Русия трябва да се изтегли безусловно от украинската територия в нейните международно признати граници, както и да понесе съответната отговорност, включително и за военни престъпления. Contrairement au Premier ministre, le président bulgare s'est montré plus mesuré dans son soutien à Kiev. Il s'oppose notamment à l'envoi d'armes. Водещите усилия да бъдат за постигане на мир. Аз вярвам, че ние не сме в момента използвали всички средства на дипломацията. І питання навіть не в тому, що Путін веде війну проти нас. Питання в тому, що він не просто веде війну. Він не заспокоїться, поки нас не вб'є. Ви з ним не домовитесь. Reparti en fin d'après-midi, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Prague avant de prendre la direction d'Istanbul vendredi.
Un accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN est à portée de main, selon le secrétaire général de l'Alliance. Jens Stoltenberg s'est entretenu à Bruxelles avec les représentants suédois, turcs et finlandais. Il ajoute qu'une réunion est prévue lundi, à la veille du sommet de l'OTAN à Vilnius, entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, dans le but de conclure un accord politique. What is possible and what we are all working to achieve is a positive decision at the summit where Turkey makes clear that they are ready to ratify. But then we still have some more work to do, and we are working on that now. We had a meeting today. We will work over the weekend, and then I will meet with the Prime Minister and the President on Monday. La Suède a déposé sa demande d'adhésion à l'OTAN en même temps que la Finlande, peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la Turquie bloque la candidature de Stockholm. Elle accuse le pays scandinave d'abriter des terroristes kurdes du PKK. Un tribunal suédois, en application d'une récente loi, a condamné jeudi un membre du PKK pour financement du terrorisme. Le ministre suédois des Affaires étrangères se dit convaincu de pouvoir répondre aux demandes d'Ankara. Well, I don't want to go into details since, after all, this was a closed meeting and we don't want to interfere with the ongoing discussions. But again, I would like to reiterate that we believe from our point that we have fulfilled all our commitments. The Secretary General, Jens Stoltenberg, said as much as his press conference. Now we are working towards the meeting at the beginning of the summit in Vilnius next week. Une fois l'accord conclu, le Parlement turc devra valider la demande d'adhésion de la Suède. La Hongrie refuse elle aussi de faire avancer cette candidature. Toutefois, Budapest dit ne pas vouloir bloquer le dossier. Les violences urbaines qui ont récemment éclaté en France après le décès du jeune Naël, tué par balle par un policier, rappellent celles de 2005 qui avait suivi la mort de 2 autres adolescents, Zied et Bouna, électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient cachés pour échapper à un contrôle de police. Selon les chiffres officiels, les récentes émeutes ont fait en 8 jours autant de dégâts que celles de 2005, qui avaient pourtant duré 3 semaines, et à chaque fois le même scénario se répète, comme l'explique le sociologue François Dubé. Chaque fois, on a une bavure ou un meurtre policier. Chaque fois, on a des violences contre les équipements publics, les commissariats, les écoles, les mairies. Chaque fois, ça se termine un peu par des pillages. Chaque fois, les élus ne sont pas entendus, les associations ne sont pas entendues. Derrière les émeutiers, pour parler comme ça, de ces émeutes aujourd'hui ou hier, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. C'est une colère qui passe à l'acte. En 2005 comme en 2023, ce sont souvent des adolescents de 16-17 ans qui descendent dans la rue pour exprimer leur colère et leur ressentiment. Les problématiques sont profondes. Ghettoisation des quartiers, précarité, chômage, défaillance de l'éducation nationale, discrimination, racisme, délinquance sont parmi les symptômes les plus souvent cités. C'est une frange de la jeunesse qui, à tort ou à raison, a vraiment un sentiment d'impasse, un sentiment d'être délaissé. Et ce qu'il faut aussi entendre, c'est que ce sont des jeunes, finalement, qui n'ont pas assez de présence adulte en fait autour d'eux pour en fait désamorcer un tas de problématiques parce que voilà, quand on casse tout et qu'on a cette rage au ventre, c'est aussi qu'on a le sentiment qu'on n'a pas sa place et qu'on va pas la trouver et donc ça devrait interroger. En 2023, le contexte social est particulièrement tendu. La France vient de connaître plusieurs semaines de grève et de manifestations liées à la réforme des retraites et le pays est encore marqué par la crise des gilets jaunes et les restrictions liées au Covid. Autre élément déterminant des dernières émeutes, les réseaux sociaux qui n'existaient pas en 2005 ont joué un effet catalyseur. Le meurtre du jeune Naël a été filmé et diffusé, tout comme les vidéos de destruction et de pillage qui ont fait le buzz.
Signe du dérèglement climatique, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon l'observatoire Copernicus. Les températures ont battu des records dans le nord-ouest de l'Europe et ont été particulièrement hautes dans certaines parties d'Amérique du Nord, d'Asie de l'Est et d'Australie. 16,51 degrés au mois de juin, c'est près d'un demi-degré de plus que les moyennes de la période 1991-2020. Un record dû en grande partie à des températures de surface des océans très élevées. Le début du phénomène météorologique El Niño ne devrait pas arranger les choses dans les mois à venir. Le testament de Silvio Berlusconi, décédé le 12 juin dernier et dont le patrimoine est estimé à plus de 6 milliards d'euros, a été rendu public. Le magnat des médias et ex-premier ministre italien a légué 100 millions d'euros à sa dernière compagne, Marta Fascina, âgée de 33 ans. Les parts de la holding familiale qui contrôle de nombreuses sociétés, dont un groupe de télévision et une banque, reviennent à ses 5 enfants issus de 2 mariages. Le frère de Silvio Berlusconi, Paolo, hérite lui de 100 millions d'euros. 30 millions d'euros sont également légués à Marcello Dell'Ultri, sulfureux cofondateur du parti Forza Italia. Restés à l'abri des regards dans une collection privée pendant près de 200 ans, 2 portraits peints par Rembrandt ont été vendus aux enchères pour plus de 13 millions d'euros. Ces peintures à l'huile du maître néerlandais dateraient de 1635. Elles représentent un plombier et sa femme, des amis de la famille Rembrandt. Achetés en 1824, les tableaux sont restés pendant 2 siècles dans la famille du propriétaire, avant d'être repérés par un expert de la maison de vente aux enchères Christie's lors d'une évaluation de routine. Ils ont été identifiés par l'équipe scientifique du Rijksmuseum d'Amsterdam.